Je suis né dans une ville qui est une ville assez connue et qui a joué un rôle important dans l'histoire politique du Sénégal. Il s'agit de la ville de Rufisque. Rufisque, je dois même dire que c'est de là-bas qu'avaient été élaborés pour la première fois les textes de revendication de l'indépendance avec certains grands ténors historiques de l'époque, tels que Léopold Sédar Senghor, des personnages comme Lamine Gueye, des personnages comme Ousmane Socé Diop, qui a été maire dans cette ville. Et Rufisque est également un comptoir à la limite français au niveau des échanges commerciaux avec la mise en place des structures françaises de l'époque, la présence des commerces qui étaient des commerces tenus par des Français. Les rues, d'ailleurs, reflètent cela, ainsi que même la configuration architecturale de la ville de Rufisque. Pour dire simplement que quand on est né dans une ville comme ça, on a un parcours de jeunesse qui reflète un peu la mentalité de ce qu'a été la ville. Ensuite, elle a beaucoup évolué, la ville, pour devenir plus tard une ville qui a une agglomération qui peut avoisiner les 300 400 000 personnes. Aujourd'hui, est composée pour la plupart d'Autochtones par le biais d'un certain nombre de quartiers qui sont des quartiers historiques. Et j'ai eu la chance de naître dans un des hôpitaux de la ville, c'était l'hôpital principal, et qui était tenu à l'époque, bien avant l'indépendance, par, si vous voulez, l'administration française. Le lycée de Rufisque, connu pour avoir été l'école normale où on a formé les premières institutrices. Il y a également ce qu'on appelait l'école fédérale PTT, qui était l'école qui formait les cadres en matière de PTT, de poste, à l'époque, venus de l'Afrique de l'Ouest et même parfois de l'Afrique centrale. Pour dire que vraiment, c'est une ville qui a joué un rôle très important dans l'histoire et dans l'évolution, si vous voulez, aussi bien du Sénégal que d'une partie de l'Afrique avant les indépendances. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une génération, celle à laquelle j'appartiens, qui avait été nourrie aux belles lettres, nourrie aux grands auteurs dans les textes qu'ils ont produits, dans une période où il y avait, si vous voulez, l'émergence des réflexions venant de certains Africains, parmi les plus connus, je peux citer Léopold Sédar Senghor, qui a été un personnage central dans l'envie de faire des lettres ou d'en connaître les éléments substantiels. Aimé Césaire, qui a également mené un combat connu, c'est la tranche, si vous voulez, des personnages littéraires africains ou diaspora qui ont mené le combat dans les années 30 au niveau de la France avec le mouvement de la négritude, les quartiers latins et autres. Mais c'était également un certain nombre d'auteurs qui ont été des auteurs africains qui ont mené le combat de ce qu'on appelait les auteurs engagés. Je pense notamment à Alioune Fall Touré dans son premier livre qui s'appelle Cercle des tropiques. Je peux penser également à Amadou Kourouma, Le soleil des indépendances, ou bien même, pourquoi pas, quelqu'un qui était un peu plus contemplatif, mais qui a travaillé à mettre de la valeur dans la perception qu'on devait avoir de l'Afrique, qui s'appelle Camara Laye avec Dramous et beaucoup d'autres. Et ceux-là ont été des personnes très prédominantes dans l'envie de faire de la littérature, d'être en contact avec les belles lettres, de confronter ces envies de savoir avec les grands auteurs. À cela pourrait s'ajouter, si vous voulez, ce qui appartenait à la littérature française proprement dite, et qui ont quand même été de grands auteurs qui ont marqué le 19e siècle. Je parle notamment de Victor Hugo, d'Alphonse de Lamartine. Je peux également parler plus tard de certains grands auteurs tels que Émile Zola, qui ont été des personnages quand même qui ont beaucoup contribué à pousser un certain nombre d'Africains à essayer de découvrir les grands écrits, ce qu'on appelait les écritures majeures, qui nous poussaient à vouloir faire
peut-être les lettres, faire la littérature, être très imprégné des réalités d'une culture qui est une culture de connaissance par rapport à ces grands auteurs. Tout ça combiné a permis au fils quoi que j'étais de vouloir prolonger tout ça en faisant des études de lettres dans un premier temps avant d'aller avant d'avoir une inclinaison pour le journalisme. Et l'université plus tard qui m'a formé, qu'on appelle la Sorbonne, était un environnement où l'apprentissage des lettres se voulait dans un cadre très classique, formé au contact de professeurs qui étaient d'éminents professeurs et qui nous ont permis justement de mieux prolonger nos envies de connaître par rapport aux lettres. Je pense que c'est ça qui devient l'élément très déterminant. On ne l'a pas regretté parce que ça nous a permis d'avoir une ouverture beaucoup plus large et d'avoir une connaissance assez conséquente de ce qu'est la belle écriture, la recherche de la bonne culture et l'identification, si vous voulez, de la France à travers les écrits de certains de ses auteurs, ou la connaissance, si vous voulez, de l'Afrique à travers ses valeurs par l'apport de ces quelques auteurs que j'ai cités. Et j'aurais pu en citer d'autres hein, qui ont beaucoup contribué. Je pense à un Soni Laboutamsi, par exemple, ou bien je pense à un Oyono ou à un Mongo Betty. Ils étaient des auteurs phares qui ont contribué à nous faire aimer les lettres et à nous pousser à vouloir être peut-être des gens qui allaient se profiler dans la bonne compréhension des textes et dans la confrontation directe avec l'écriture majeure, et on ne le regrette pas. Alors, l'intérêt de réfléchir à l'époque sur la représentation des régimes politiques dans le roman africain, c'était surtout de montrer qu'il y avait, pour l'étudiant que j'étais, le petit chercheur, si vous voulez, parce que je préparais une maîtrise dans une université classique qui s'appelle la Sorbonne, de montrer qu'il y a eu de l'engagement dans l'écriture africaine et qu'un certain nombre de corpus dans ce sens a contribué à montrer des auteurs qui ont mené le combat pour qu'il y ait un regard sur ce qu'étaient les débuts de la mise en place de l'État en Afrique. Et c'est ainsi que j'ai étudié un certain nombre d'auteurs, parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais c'était surtout de découvrir un narratif qui est collé à une envie de montrer que les Africains doivent à la fois se reposer sur leurs valeurs, mettre en place des systèmes qui mobilisent, recréer une opinion qui comprenne que nous sommes à la veille ou nous sommes en plein dans le début de nos indépendances et qu'il faut avoir une nouvelle mentalité. Ces auteurs ont travaillé là-dessus et moi, ma fonction, ou si vous voulez, ma recherche ou mon rôle, c'était surtout de voir comment je peux exhumer à travers les écrits d'un certain nombre d'auteurs le regard qu'on peut porter sur les promesses, les désillusions, les risques dans la façon dont les Africains vont se projeter dans une nouvelle indépendance pour gérer leur pays. Le Soleil des indépendances, je crois, est une écriture majeure qui a marqué cette période, avec Nkrumah, qui a travaillé à pouvoir dénoncer ce qu'était, si vous voulez, l'attitude un peu erratique des premiers dirigeants de l'Afrique, et également les mentalités qu'on n'avait pas suffisamment élaborées pour que les communautés comprennent qu'il y a nécessité de prendre en charge l'Afrique à travers les valeurs qu'elle incarne et de mobiliser pour que l'on puisse lutter contre toutes les formes de corruption ou toutes les formes de désillusion qui pourraient aboutir à se rendre compte que nous n'étions pas suffisamment préparés pour prendre nos indépendances et que le colon ou les colonisateurs pouvaient sembler avoir raison sur nous. Donc c'est cette écriture-là que j'ai essayé d'étudier sur l'envie, si vous voulez, de pouvoir mettre beaucoup plus de valeur ajoutée aux écrits de ces différents auteurs. Et l'arrivée de la gauche, avec l'avènement des socialistes, avait été un moment qui condensait un peu ce que l'histoire était capable de faire dans un pays comme la France. C'est-à-dire arriver à avoir un gouvernement de gauche, c'était un événement qui est un événement historique. Mais c'était prévisible parce que la présence de la droite, pour nous étudiants, avait été marquée par un certain nombre
des désillusions et parfois un certain nombre de problèmes dans notre être en tant qu'étudiant par des lois qui étaient des lois assez difficiles, qui travaillaient à comprimer nos espaces ou nos possibilités de pouvoir évoluer en France. Je pensais notamment à ceux qui ont été des ministres de l'enseignement supérieur, Alicine Choïté, ceux qui ont eu à avoir le ministère de l'Intérieur avec les lois Bonnet et plus tard les lois Stelleri par rapport à l'habitat des étudiants étrangers, des étudiants africains parmi lesquels je me trouvais. Et tout cela avait contribué à nous mettre dans des difficultés réelles. Alors notre espoir reposait sur l'avènement d'un nouveau système ou d'un nouveau gouvernement de gauche. C'était une période très délicate dans l'histoire de France, où vous savez, les Français, c'est des personnes qui aimaient beaucoup, à l'époque, mettre en avant l'idéologie qui était une idéologie dominante, c'est-à-dire le clivage entre les gens de droite et de gauche, un certain nombre de valeurs que remplissaient ceux qui pensaient incarner la gauche et ceux qui pensaient incarner la droite. Et les Africains que nous étions étaient dans l'expectative, attendant de voir qu'est-ce qui va se passer et si cela allait modifier les possibilités que nous avons de rester en France pour faire nos études ou d'envisager, pourquoi pas, d'y vivre pour certains. Alors c'est à cette période précise que François Mitterrand et les socialistes sont arrivés au pouvoir après une sorte d'alchimie qui avait permis de déborder le cadre uniquement de la gauche pour embrayer sur d'autres forces qui sont peut-être des forces supplétives qui ont permis à la gauche par le Parti socialiste d'arriver au pouvoir. Donc c'était un moment important. Et nous y avons pris part un peu en observant, en vivant les euphories, en vivant parfois les convulsions, les confrontations droite-gauche, et tout ça avait contribué à nous permettre de vivre une situation qui était quand même une situation assez historique. Et c'était ça, en fait, la configuration générale, c'était ça l'aperçu réel de ce qu'a été l'avènement de la gauche au pouvoir dans la fin des années 70 et dans les années 80. Le journalisme, dans cette période-là, dans cette séquence historique dont je viens de parler, est devenu une vocation naturelle. L'envie de savoir et de faire savoir. Et dans ces genres de vocations, il y a souvent des personnes qui attirent votre attention ou bien qui vous servent de modèle. Ce n'était pas absolu. Et l'avènement de la gauche a été un moment où il y a eu un bouillonnement intellectuel. L'avant-avènement, il y a eu surtout un espace de débat où de grands journalistes ont porté, si vous voulez, le narratif journalistique de l'époque, par les confrontations d'idées, par les débats qu'on organisait, par les éléments d'analyse qui étaient des éléments. Et tout ça avait suscité chez beaucoup d'Africains parmi lesquels je me trouvais l'envie de comprendre qu'au fond, on libère la parole, on a la possibilité de pouvoir confronter ce qu'on sait que quand on entre dans les ordres journalistiques. Et ceux-là qui incarnaient à l'époque cette fonction, ce qui était défini dans ce profil, ont beaucoup déteint sur nous, sur l'envie de voir que plus tard, pourquoi pas ne pas faire cette fonction. Alors, donc, je me disais, c'était une inclinaison naturelle. Et cela a beaucoup joué dans mes envies de faire du journalisme. Mais il n'y a pas que cela. Parce que l'envie de faire du journalisme était également quelque chose qui est consubstantiel, peut-être à l'être, sans qu'il le sache. Du Sénégal, où je me trouvais à l'époque, avec un certain nombre de grands journalistes dans les premières radios, qui étaient des radios de service public, on aimait bien également avoir les informations, comprendre ce que les gens disaient, entendre de loin ces voix qui étaient des voix très lointaines, qui faisaient des reportages à partir des Nations Unies, à partir des grandes capitales européennes. Et quand j'ai eu envie de faire le journalisme, on ne m'en a pas dissuadé, au contraire. Et on n'y est pas entré dans le but de pouvoir gagner de l'argent, mais c'était uniquement une passion, une envie. Et c'est cela qui me suit jusqu'à présent, cette envie.